est Gianni Di Lorena? Gianni Di Lorena, c'est un personnage que je me suis créé pour écrire des livres qui est basé sur mon vrai prénom et sur ma région de naissance qui est la Lorraine. Et l'italien, c'est en hommage à un ami décédé qui était d'origine italienne. Et c'est aussi un personnage à part entière du récit cadre qui vient entourer mon roman. Et ce personnage à part entière, on peut même retrouver ses interviews sur mon site web. Donc c'est vraiment tout un personnage à part entière et c'est moi en même temps. Qu'est-ce qui vous pousse ou vous a poussé à écrire? Mon imagination a toujours bouillonné depuis que je suis petit et j'ai toujours eu des idées que je marquais sur des bouts de papier ou des dessins que j'accumulais et puis au bout d'un moment ça a fini par prendre une forme qui était celle de l'écriture. Je prends toujours l'exemple du palais du facteur cheval parce que c'est un exemple qui me parle beaucoup où j'ai eu l'impression de ramasser des petits cailloux tout au long de ma vie en fait et de les accumuler pour créer un espèce de palais fantastique que je pouvais ouvrir aux autres et leur montrer ce que j'avais en tête en fait. On trouve au début de vos livres un billet rédigé par vos éditrices expliquant qu'Only s'associe à votre décision de ne pas respecter certaines règles orthographiques. Quelles sont ces particularités orthographiques de votre écriture? Je parlerais pas vraiment de particularité, je dirais plutôt que c'est des choix ou des partis pris. Moi, je suis d'avis en fait que la langue écrite devrait suivre l'évolution de la langue orale et non pas l'inverse. Et donc c'est plutôt que j'ai fait le choix de suivre les évolutions de la langue et d'aller dans le flow de la langue et de suivre ça en fait. Et comme quel mot par exemple? Par exemple, le cas du subjonctif après que, qui est un cas de bataille pour beaucoup de gens. J'ai fait le choix du subjonctif après que, parce que je pense que c'est celui qu'on utilise tous la plupart du temps à l'oral, enfin la plupart des gens, et que je pense que c'est en passe de passer dans le langage courant. Donc voilà, j'ai fait le choix d'aller avec l'évolution de la langue plutôt que contre, comme ce que préconisait Victor Hugo, et en disant que de toute façon, une langue qui n'évolue plus, c'est une langue morte. Comment qualifieriez-vous votre style d'écriture? Compliqué. Je dirais que c'est un style qui part un peu dans tous les sens parce que j'ai tendance à vouloir tout mettre en... J'ai du mal à faire des choix en fait. J'ai tendance à vouloir tout, partout. Et puis en plus j'ai été très inspiré par des auteurs qui étaient capables, enfin qui était capable et en même temps de me faire pleurer, en même temps de me faire rire, et c'est quelque chose qui m'a toujours impressionné et qui a été un exemple en fait pour moi. Un auteur qui est capable dans le même livre, le même style, de faire rire, de faire pleurer, même de faire trembler les gens, c'est quelque chose que je trouve extraordinaire et c'est quelque chose vers lequel j'ai toujours tendu moi en écrivant. Donc ça a tendance à partir un peu dans tous les sens. Donc qu'est-ce que Mutatis Mutandis? Alors, Mutatis Mutandis, c'est un vaste projet tentaculaire. Pour résumer, je dirais que c'est une saga de romans dans lesquels plein de personnages de contes vont s'entrecroiser pour mêler une espèce de grande trame en fait, qui va créer le fond de mon roman en fait. Qu'est-ce que raconte cette trame qui est au cœur de votre livre? Il faut imaginer un continent imaginaire que j'ai appelé le Ponant, qui est une sorte d'Europe fantasmée au travers du prisme du folklore et des contes et légendes, qui a été en guerre pendant très très longtemps, et tout d'un coup les guerres se sont arrêtées net à cause d'une déesse, Aphrodite, qui a mis fin à toutes ces guerres, et ce continent est devenu du coup pendant des centaines d'années une orgie d'amour et de musique. Au moment où le roman commence, cette espèce d'orgie perpétuelle est en train de se dissiper, et Aphrodite est en train de regarder les travers des hommes qui sont en train de revenir, et elle observe les héros de mon roman en fait, qui sont en train de faire leurs premiers pas, qui sont les héros de contes de fées qu'on connaît plus ou moins, pas tous. Et elle espère sur ces héros pour changer l'avenir des hommes parce qu'elle ne le pourra plus. Et pourquoi ce titre, Mutatis Mutandis? C'est issu de la locution latine mutatis mutandis, qui veut dire en gros en ayant changé ce qui devait être changé, parce que finalement c'est le sens que j'ai donné à mon roman, c'est que je pense qu'il y avait des choses à changer dans la perception qu'on a des contes de fées, et c'est ce que je me suis attelé à faire en écrivant mon roman. Et il y a aussi le fait que je pense que c'est le but des contes en eux-mêmes, en fait, de changer la perception des gens, de changer la perception de l'existence des gens par des enseignements qui sont cachés dans les contes, en fait. Qu'est-ce qui devrait être changé dans les contes, selon vous? Je pense qu'en fait, on a
on a fini par considérer les contes comme des espèces de récits amusants, enfin de récits plaisants ou ludiques, mais sans vraiment de fond. Comme s'ils avaient été un peu vidés de leur substance, comme s'ils avaient, ils avaient plus les enseignements en fait finalement qui sont cachés dans ces contes. Et je pense que les contes recèlent des clés qui peuvent nous permettre en fait d'accéder à ces enseignements, et je pense qu'on les a oubliés en fait. Et quelles sont ces clés ? Je pense que les contes nous parlent de plusieurs choses qu'on veut à tout prix éviter, qui sont notamment le temps, le passage du temps, l'impermanence, la fatalité et la finalité de nos vies qui est la mort. Il nous parle aussi je pense, de l'illusion qu'on a du libre arbitre, en fait, de contrôler nos trajectoires. Je pense qu'il nous parle de tout ça. En fait, finalement, le sujet principal du conte, c'est la lucidité. Le conte nous enjoint à avoir de la lucidité sur nos vies, sur de quoi est faite nos vies. Et oui, je pense que c'est ça qu'on a oublié en fait. Et donc, quelle a été votre démarche afin de retrouver cette vérité, ces clés de contes que vous évoquez ? Ça a été assez simple. Pour moi, le conte c'est comme le théâtre est un miroir pour l'humanité en fait. Et moi, j'ai voulu retourner ce miroir. Donc, en fait, appliquer au conte ses propres enseignements. Donc, la lucidité et pousser cette lucidité à l'extrême pour essayer de voir ce que ça pouvait donner. Donc, essayer de se demander qu'est-ce que serait le monde des contes si, effectivement, les illusions des personnages sur le temps, sur la mort, sur le contrôle de leur vie, le contrôle de leur destin étaient dissipés. Et qu'est-ce que donnerait le monde des contes avec cette espèce de lucidité froide et ce mécanisme poussé à son paroxysme en fait. Votre œuvre est constituée de nombreux contes qui sont entremêlés. Est-ce que vous pouvez nous dire lesquels vous avez choisis, quels personnages, et pourquoi vous avez choisi de les suivre ? Oui, ça a été un processus de choix assez important parce qu'avec la myriade de contes qui existent de par le monde, c'était compliqué de tous les mettre en même temps, mais après j'ai été aussi très influencé par ce que je suis, qui est européen, donc j'ai fait principalement avec les contes européens, qui sont aussi les contes les plus connus, donc les contes de Grimm, les contes de Perrault. J'ai choisi principalement des contes qui parlaient à tout le monde, qui pouvaient servir de porte d'entrée à beaucoup de monde, parce que c'est des références en fait que tout le monde a, qui existent dans l'inconscient collectif, La Belle au Bois dormant, Cendrillon, Blanche-Neige, c'est des références que tout le monde a, même à l'autre bout du monde aujourd'hui. Et donc je me suis principalement axé sur ces contes-là, en faisant quelques incursions parfois dans les contes d'autres cultures, comme la culture japonaise, les contes russes, certains contes arabes, et certains contes qui, moi, me tenaient à cœur, qui sont beaucoup moins connus, mais qui me tenaient à cœur, comme certains contes d'Oscar Wilde, certains contes d'Edith Nesbit, ou certains contes de Madame d'Aulnoy, toutes les conteuses du XVIIIe siècle ont été, du XVIIe et du XVIIIe, qui ont été complètement oubliées. En fait. Vous avez d'abord mentionné un récit cadre pour Mutatis Mutandis, et surtout une forme qui est très théâtrale. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce côté théâtral et la façon dont il est présent dans votre roman ? Mutatis Mutandis fonctionne à la manière fonctionne avec un récit cadre, en fait, à la manière des Mille et une nuits. Je pense que c'est un exemple qui parlera à tout le monde, où on a un récit principal, un récit cadre qui englobe le cœur du roman, et où un ou une conteuse va raconter ce qui se passe au cœur de l'histoire. En fait, raconter des contes dans le cas des Mille et une nuits. Et c'est ce qui se passe dans mon roman en fait. Quand le lecteur ouvre les premières pages, en fait, il devient spectateur dans un théâtre, et sur la scène de ce théâtre vont lui être racontés les événements du roman. Pourquoi ce choix du théâtre comme source d'inspiration ? Parce que pour moi, il y avait une gémellité entre le conte et le théâtre, dans le fait que les deux se comportent justement comme un miroir pour l'humanité. Quand on va au théâtre, comme quand on lit un conte, c'est comme si c'était un miroir qui nous renvoyait notre propre humanité, mais pas ce qu'on désire y trouver, mais plutôt les vérités qui se cachent en deçà. Et pour moi, c'était clair que le théâtre était tout désigné pour englober le conte, se servir d'écrin au conte en fait. Et puis je trouvais qu'il n'y avait pas meilleur moyen de s'interroger aussi sur la nature du conte que d'en faire l'acteur de sa propre histoire. Le conte devient l'acteur de sa propre histoire. Et pourquoi découper votre cycle en pièces plutôt qu'en simple série de tomes ?
Alors ça, c'était quelque chose qui, moi, me tenait à cœur personnellement. Je me suis inspiré de la notion japonaise de Jōhakyu, ce qui est, en fait, qui est une notion qui traverse plein de disciplines au Japon, des arts martiaux jusqu'à la poésie, jusqu'au théâtre, justement, et qui est en fait une rythmique, enfin, quelque chose qui va rythmer l'élaboration de ce qui se passe, en fait. Le Jo, c'est en fait une introduction lente de ce qui doit se passer. On a le Ha qui vient ensuite, qui est un développement où on va avoir une rupture, où on va avoir tout qui va s'accélérer, s'amplifier. Et on a le Q qui est en fait une rupture, une conclusion et une rupture très rapide, où tout se finit très rapidement en fait. C'est vraiment une manière de rythmer les arts, rythmer les choses. Et c'est présent dans tous les arts au Japon, toutes les pratiques. Mais je pense que c'est le Japon l'a codifié, a mis un nom dessus, mais je pense que c'est quelque chose qui permet tous les arts à travers le monde en fait. Donc c'était assez logique pour moi de suivre ça avec mon roman. Et vous avez créé un site web en parallèle de votre roman, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus dessus? Oui, comme Mutatis Mutandis, en fait, j'ai créé ça comme une espèce d'univers en fait, de projet, un gros projet total. Le site en fait me permet d'englober tout ça. En fait, il est conçu comme en fait il est conçu comme une part de ce récit cadre dont je parlais plus tôt, qui est en fait une exposition dans le théâtre où les lecteurs vont pour assister en fait, à ces pièces. On leur présente tout un tas de choses en fait, qui permettent d'approfondir l'univers de mon roman. Ça va des textes d'ambiance à une galerie de costumes que j'ai dessinée, à des chronologies, des cartes, enfin tout ce genre de choses. Et la musique tient une place particulière dans votre œuvre, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? La musique tient une place déjà prépondérante dans ma vie. Et forcément, elle préside toujours en fait à mon écriture. En fait, j'écris en musique de toute façon. Je pense comme beaucoup d'écrivains, il y a beaucoup de morceaux de musique qui m'ont inspiré en fait des scènes et je voulais donner en fait, je voulais absolument pas que ça reste dans ma tête. Donc en fait, j'ai voulu donner au lecteur la possibilité d'accéder à ce qui se passait dans ma tête quand moi j'écrivais. Et donc j'ai créé des playlists sur Spotify pour que les gens puissent accéder en fait aux musiques qui m'ont inspiré telle ou telle scène. Et puis il y a aussi le fait qu'il y a un mécanisme dans mon livre qui s'appelle Le voile d'Aphrodite, qui est ce dont je parlais au début, cette intervention d'Aphrodite en fait qui a permis d'éradiquer les guerres tout d'un coup, et qui fait que les gens, pour exprimer leurs émotions les plus profondes, vont se mettre à chanter. Et donc il y a certains dialogues en fait de mon roman qui sont remplacés par des airs d'opéra. Et ce mécanisme en fait tient quasiment toute la durée du roman. Et encore une fois pour donner en fait pour donner l'opportunité en fait au lecteur d'avoir une idée de ce qui se passe, comment les gens chantent, etc. J'ai intégré ça dans ces playlists. Parce qu'il n'y a rien de plus frustrant, je trouve, dans un roman que quand il y a des gens qui sont censés chanter, qu'on voit les paroles et qu'on ne sait pas quel air se cache derrière. Il y a un dernier aspect de Mutatis Mutandis dont vous n'avez pas encore parlé, c'est la série de recueils érotiques que vous avez sortis. Pouvez-vous nous expliquer de quoi il s'agit ? Oui, alors c'est que dans ma grande innocence, quand j'ai écrit Mutatis Mutandis, j'ai intégré des scènes érotiques en fait dans le déroulement de la narration. Encore une fois pour illustrer ce mécanisme du voile d'Aphrodite qui était, comme je le disais plus tôt, qui était une orgie de musique et d'amour justement. Il y a tous ces passages érotiques en fait qui, pour moi, étaient naturels en fait dans le déroulement de l'écriture, dans le déroulement de la vie des personnages. Mon éditrice bien-aimée m'a fait comprendre que on pourrait garder ces scènes en fait dans la mouture finale, mais mon roman sera estampillé forcément pour adultes et ne sortirait pas de la case roman pour adultes. Donc en 2 concerts, on a décidé d'édulcorer le roman et de supprimer ou d'édulcorer un maximum les scènes érotiques. Mais comme pour moi, ces scènes faisaient partie intégrante de ce qu'était mon roman et de son sens, je voulais absolument que les lecteurs, en tout cas, qui voulaient accéder à ces scènes et voulaient avoir une expérience totale, puissent y accéder. Donc on a décidé de créer ce recueil dans lequel on a rassemblé toutes les scènes érotiques dans leur version originale, en fait, pour que les gens puissent y accéder s'ils le veulent. Mais l'aspect du voile d'Aphrodite a été complètement supprimé du roman, du coup ? Non, on a simplement
grandement édulcoré en fait pour que ça soit accessible au plus grand public possible. Puis après, le roman est rythmé par des petits contes écrits dans un ersatz de français classique, comme si c'était un peu des contes sous la forme des contes de Perrault ou des contes que tout le monde connaît, mais en français un peu vieillot, et qui vont rythmer les pièces comme des intermèdes en fait, et qui sont dans un espèce d'érotisme suranné, je dirais, un peu gentillet, qui est plus drôle que réellement érotique en fait. Donc non, l'érotisme est présent, mais de manière à ce que ça soit lisible par tout le monde, par le plus grand public, en tout cas dans sa mouture centrale. Et cette notion d'érotisme semble assez importante dans votre œuvre. Pourquoi ? Pour moi, je m'étais pas posé la question au départ avant que mon éditrice m'en parle justement, et en fait, en y réfléchissant, je m'étais rendu compte qu'effectivement, c'était quelque chose qui était important pour moi. Alors déjà par appétence pour la littérature érotique en général, mais aussi parce que je pense que c'est quelque chose qui est, même si on a l'impression de vivre dans une société où en fait le sexe est montré sous tous ses aspects tout le temps, en fait, je pense que la sexualité en fait dans son entier reste quelque chose de l'ordre de la perturbation, du choquant, alors en parallèle on n'a aucun problème à se gorger de violence et à considérer la violence comme quelque chose de normal et comme une part de nos vies en fait. On n'a aucun problème en fait à avoir de la violence à la télé ou à lire de la violence, mais par contre le sexe ça reste toujours quelque chose de choquant. Et pour moi, c'est comme si le monde marchait sur la tête, en fait. C'est qu'on considère comme normal la violence, alors que c'est plutôt l'amour, qui est quelque chose de l'amour, le sexe, qui devrait être quelque chose de plaisant, de positif, qui devrait être célébré, et la violence considérée comme quelque chose à cacher, ou en tout cas à être considéré comme négatif. Voilà, moi ça me semblait tellement aberrant que je pense qu'il faut parler de sexualité. En fait, je pense que c'est important de parler de sexualité dans tous ses états, de parler des corps dans tous leurs états, et de rendre ça comme normal, en fait, comme une part normale de nos vies, plutôt que la violence, en fait. Et d'ailleurs, je pense que je suis pas le seul à être arrivé à cet état de fait. Il y a George Martin, il est déjà arrivé. Il y a avant lui, déjà dès le début du 19e, il y a Pierre Louis qui était arrivé à cette conclusion. Dans Les Aventures du roi Pozole, il fait un très bon état de la situation en disant qu'il peut décrire complètement les crimes de ses personnages, mais par contre, il ne peut pas décrire leur sexualité parce que la sexualité est considérée comme un plus grand péché que la violence, finalement. Et c'est quelque chose que je voulais m'atteler à changer aussi, à ma petite manière. Maintenant, au sujet du futur de Mutatis Mutandis, que pouvez-vous nous dire à propos de son futur, de son avenir, de ce que cette série va devenir ? Eh bien là, on est arrivé, avec ce mois-ci, on est arrivé à la fin de la publication de la première pièce du cycle, justement. La publication papier va s'arrêter, on va continuer entièrement en numérique. Et avec la publication cet été de la totalité des scènes érotiques justement de la première pièce, et en début d'année 2027 du début de la seconde pièce en fait. Donc vous avez l'air de savoir complètement où vous allez. Est-ce que toute l'histoire est donc déjà écrite ? En grande partie, oui. Oui, je sais exactement où je vais parce que le déroulé du roman en fait est planifié de A à Z. Presque, j'ai une chronologie en fait, je sais presque à la semaine ou voire au jour près ce qui va se passer dans le roman jusqu'à la fin. Donc, et il y a une bonne partie qui est déjà écrite et le reste j'ai juste à rédiger en fait. Donc oui, je sais exactement où je vais parce que je pense que j'ai été influencé par toutes les séries de fantasy que j'ai pu aimer dans mon adolescence ou dans mon enfance et où j'étais toujours terrifié à l'idée que l'auteur ne finisse pas la série. Et je crois que ça a marqué mon écriture et j'avais besoin que tout soit... et que les lecteurs aussi puissent être rassurés sur le fait que tout soit déjà pré-réglé et que, à part accident majeur, techniquement, le roman va continuer à être publié jusqu'à la fin. Merci Jenny Lorena. Merci à vous.